sentiment quand même, quand on écoute à la fois les restitutions, ce que vient de dire Henri, et ce qu'on peut lire partout ou entendre dans la presse, que le numérique, c'est une chance formidable pour la transparence. On va en savoir beaucoup plus, le peuple, la base des démocraties va pouvoir contrôler encore mieux son gouvernement, ses gouvernements, ses instances politiques. C'est une bonne nouvelle pour vous, j'imagine. Oui. Ah, ce oui ne me convainc pas complètement. C'est une bonne nouvelle. Je peux peut-être tenter une définition en langage courant de la transparence. C'est le fait de rendre compte de manière aussi précise, complète et loyale que possible de ce que l'on fait et des résultats de ce que l'on fait. Moi, je préfère, je dois dire, le mot anglo-saxon. Sa traduction en français peut utiliser accountability, la redevabilité. La redevabilité de quiconque détient un mandat public, exerce une charge publique, rendre compte aux citoyens, aux mandats de l'exercice, de l'accomplissement de la mission qui vous a été confiée. Alors, un mot, c'est pas de la sémantique. Est-ce que la transparence est une valeur, une vertu, comme la probité par exemple? Ou est-ce que la transparence est une technique, un principe d'action pour atteindre un certain nombre d'objectifs? Alors je vais peut-être vous surprendre. Bon, président de Transparency International, je pense qu'on érige à l'heure absolue la transparence. Moi, j'opterais pour la deuxième branche de l'alternative. Pourquoi? Parce que la transparence, comme le secret, peut être excessive et elle peut être dangereuse. Donc, il faut bien en définir la portée et les limites. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la transparence et notamment de l'utilisation des nouveaux outils numériques en la matière? À mon avis, deux choses. Je ne développe pas, ça a été dit déjà. Un meilleur accès à l'information des citoyens qui leur permette de participer mieux et davantage, s'ils le souhaitent, à la vie publique, à la décision publique, au contrôle des décisions. Premier objectif. Puis là, il y en a un deuxième qui est au moins aussi important, qui est de renforcer, d'améliorer l'efficacité de l'action publique. Partage de bonnes pratiques, capitalisation de l'expérience, diffusion de l'innovation. Donc il y a ces deux volets. Un volet de vie démocratique, si je peux dire, et un volet d'efficacité de l'action publique. Où sont les limites? Alors, on pourrait en discuter une bonne partie de l'après-midi. Chacun d'entre nous sent bien qu'on est à la recherche. On est à la recherche, on n'a pas trouvé, on tâtonne, on avance, d'un point d'équilibre entre ce principe de participation des citoyens à la vie publique, qui est un principe essentiel de la démocratie, d'une part, et d'autre part, le respect de la vie privée ou de l'intime des personnes. Bon, où mettre la limite? On voit bien ce qui est intolérable. Pour ceux d'entre vous qui ont vu ce film magnifique qui s'appelle La vie des autres, quand la Stasi veut tout connaître de l'intime de tous les citoyens de la RDA, c'est intolérable. Quand la NSC américaine, pour la bonne cause, lutter contre le terrorisme, en vient à collecter, analyser des millions d'informations et, par exemple, se trouve en situation de géolocaliser, d'écouter, de
de suivre tout ce que fait Mme Merkel jour et nuit, 365 jours par an, c'est intolérable. C'est intolérable. Donc il faut dire, oui, il y a des limites. Dans le premier cas, j'ai pris un simple citoyen, comme entre vous et moi. Dans le deuxième cas, j'ai pris un responsable politique éminent, un acteur de la vie publique. Je pense, pour ma part, Madame la députée, vous l'avez chiffré sans doute peut-être, je pense que l'exigence de transparence est plus importante, plus élevée pour les seconds que pour les premiers. Quand on postule un mandat public, une charge publique, on accepte un haut niveau de redevabilité. Et parfois, et je comprends bien que certains élus s'irritent avec cette déclaration de contrôle. Mais quand on a un mandat public, on doit rendre compte de la manière dont on le remplit et des résultats que l'on obtient. Ce qui n'est pas exigé, heureusement, de chacun d'entre nous. Il s'agit d'individus, ou même de salariés dans une entreprise. Je signale d'ailleurs allez regarder, ça vaut la peine de lire, souvent, c'est intéressant de lire des décisions de justice. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne naît 2014 dans le dossier Google. Le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli. Et la Cour de justice développe à peu près ce que je viens de dire, on cherche un équilibre, et elle dit l'objectif, le principe de bonne information des citoyens. Cet objectif est particulièrement important s'agissant de personnes qui exercent des responsabilités de la vie publique. Et elle utilise l'adjectif prépondérant. Ce principe doit prévaloir pour ceux qui sont en charge d'un mandat public. Ils ont droit aussi au respect de la vie privée. Mais s'il y avait vraiment conflit entre ces deux principes, ces deux objectifs, la Cour de justice européenne nous dit le premier principe, s'agissant du responsable public, du responsable politique, est prépondérant. Il doit prévaloir. Je vous invite à réfléchir à ça. Bon. Donc, voilà ce que peut apporter la transparence. Voilà quelles sont ses limites. Alors, il y a des limites qui tiennent à la vie privée, à l'intime de chacun. Il y a d'autres limites. Tout simplement, pour faire fonctionner une société organisée, il y a des informations qu'on ne peut pas partager à tout instant dans tous les domaines. Pensez à la lutte contre le terrorisme et aux services de renseignement, qui demandent aux services de renseignement de mettre sur la place publique toutes les informations qu'ils collectent. Ridicule. Personne, en tout cas, je m'imagine que personne ne demande ça. De la même manière, on a besoin du secret médical, du secret diplomatique, mener des négociations. Chacun peut comprendre ça. Alors, ayant dit cela, je termine deux choses. D'abord, je ne vais pas réagir sur les initiatives qui nous ont été présentées, que je trouve évidemment très stimulantes, sauf pour dire, elles témoignent du formidable dynamisme de la société civile et de la volonté, pas de quelques-uns, mais maintenant de millions de personnes, de participer d'une manière ou d'une autre, plus active, oui, aux grandes décisions qui les concernent, qui engagent la collectivité et la société. C'est bien, dans une société informée, éduquée comme l'est la société française, cette aspiration à la participation, en notamment se saisissant des nouveaux outils numériques, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans l'état où est notre démocratie, et franchement, elle est malade, très malade. Comment peut-on redresser la barre?
Bien sûr, il peut y avoir la nécessité et l'utilité des règles, de légiférer, de créer de nouvelles institutions, la haute autorité de transparence de la vie publique. Excellente initiative du législateur. La création, à mon avis, d'un parquet national financier qui concentre les moyens de la justice dans le domaine des atteintes à la probité. Excellente initiative. Et nous avons salué, nous, transparency, ces initiatives. Mais on sent bien que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à revivifier, à redynamiser notre démocratie. L'autre mouvement qui doit accompagner ces réformes et l'enraciner, si je puis dire, dans la société, c'est précisément tout ce qui peut naître des initiatives de citoyens ou d'acteurs de la société civile, en particulier les associations et les ONG. Je rappelle au passage, c'est un chiffre qui vous est connu, il y a 15 millions de Français qui vivent dans des associations. Il y en a beaucoup plus que d'électeurs actifs aujourd'hui. Bon, prenons appui sur cette force extraordinaire. On essaie de le faire nous-mêmes. L'an dernier, on a lancé, je n'ai pas le temps de le présenter, un portail Internet d'action citoyenne avec 5 outils numériques. Une carte interactive et alimentée par les citoyens eux-mêmes des condamnations pour des atteintes à la probité prononcées par la justice. Avec toutes les précautions d'usage. Hein. Pas de nom, tout ça est anonyme, on a respecté les règles de la CNIL, mais ça n'existait pas en France. Ça n'existait pas. Combien y a-t-il d'élus, de hauts fonctionnaires, de responsables publics qui ont fait l'objet d'une condamnation pour corruption ou pour d'autres atteintes à la probité? Ou donc, avec quelle motivation? Inconnu au bataillon. On a demandé au ministère de la Justice, qui nous a dit on est désolé, ça n'existe pas. Eh bien, nous, on essaie de fabriquer la carte. Autre exemple plus positif, on a demandé aux élus locaux, collectivités locales, s'il vous plaît, faites-nous remonter aux initiatives, aux bonnes initiatives de participation citoyenne à la vie de vos collectivités. Et on a un flux qui remonte, c'est passionnant. C'est passionnant ce que vous dites. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses nouvelles qui naissent du terrain. On a aussi, je me permets de vous signaler, c'est unique en France, avec la revue Contexte, nous mettons en ligne toutes les positions exprimées par les groupes d'intérêt, on dirait les lobbyistes, vis-à-vis de décideurs publics, notamment des parlementaires. Pouvez-vous nous dire, pour le vote de telle loi, si vous êtes intervenu vis-à-vis des parlementaires, débattu et voté la loi, et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les propositions que vous avez faites? Représentants de l'industrie chimique ou d'une organisation syndicale ou d'une ONG comme la nôtre. S'il vous plaît, les citoyens ont le droit de savoir comment se fabrique la loi, comment se produit la loi, principe de traçabilité de la décision. Voilà quelques exemples, je suis sûr en donner beaucoup. Merci.